Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je réalise l'un de vos sujets de dissertation. Si vous souhaitez que je travaille sur le vôtre, notez-le moi en commentaire. Si votre sujet revient de façon récurrente, alors je le travaillerai avec vous à travers une vidéo. Je vous propose aujourd'hui un sujet de dissertation sur l'œuvre au programme Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Voici le sujet. Gustave Flaubert, dans sa correspondance, le 16 septembre 1853, écrira au sujet du roman Manon Lescaut de l'abbé Prévost « Ce qu'il y a de fort dans Manon Lescaut, c'est le souffle sentimental, la naïveté de la passion qui rend les deux héros si vrais, si sympathiques, si honorables, quoiqu'ils soient fripons. » Vous discuterez cette citation en prenant appui sur Manon Lescaut, les textes étudiés dans le cadre du parcours personnage en marge, plaisir du romanesque, ainsi que sur vos lectures personnelles. En guise d'introduction et de travail préparatoire, on pourra noter le fait que la citation porte sur plusieurs points. En fait, Flaubert souligne le génie du roman, il souligne à quel point ce roman a marqué l'histoire de la littérature. Donc selon lui, le succès du roman reposerait sur plusieurs paradoxes. Et tout d'abord, il y a un souffle sentimental, lyrique, qui serait sous-tendu pourtant par une passion naïve. On croit cependant à la vraisemblance des personnages, qui sont si vrais, malgré leur caractère fictionnel. Et enfin, autre paradoxe, ils paraissent au lecteur si sympathiques, si honorables, malgré le fait que le roman fut quand même jugé immoral lors de sa sortie en France en 1733 et 1735, condamné tout de même, avec des exemplaires brûlés. Donc selon Flaubert, la sincérité des sentiments des personnages, l'un pour l'autre, et leur vraisemblance est plus importante que leurs actes, comme l'indique la conjonction adversative, quoique. En d'autres termes, malgré le caractère peu vertueux des personnages, qui ne sont que des fripons, le lecteur est tout de même séduit. Malgré le caractère fictif du récit, le lecteur y croit, voire une impression de vérité. Cette lecture n'est pas sans nous rappeler celle, aussi contrastée d'ailleurs, de Renoncourt, qui s'apprête à raconter un exemple terrible de la force des passions, un caractère ambigu, un mélange de vertu et de vice, un contraste perpétuel de bons sentiments et d'actions mauvaises. L'ambiguïté, le contraste, la notion de mélange, de paradoxe semblent donc être des signes du génie du roman Manon Lescaut. Il s'agira donc de proposer essentiellement un plan dialectique afin de discuter cette affirmation. Les personnages sont-ils si naturels ? On pourra se demander aussi si l'aspect de vérité du récit ne peut-elle pas finalement être remis en cause ? Et enfin, on se demandera avant tout si le génie du roman réside-t-il bien en cela, donc dans ces contradictions entre apparence et vérité. Voici la problématique proposée. Est-ce parce que l'abbé Prévost nous donne à lire une histoire qui semble vraisemblable, malgré son caractère fictif, et dans laquelle les héros semblent innocents, malgré leurs actions blâmables, que l'on peut considérer la valeur du roman Manon Lescaut ? Voici le plan que je te propose pour répondre à cette question. Alors, dans cette première partie, on essayera d'éclairer les dispositifs romanesques mis en place afin de donner cette impression de vérité et qui vise à faire adhérer le lecteur à un roman pour le moins ambigu. Il nous faut parler tout d'abord du genre du roman-mémoire. En effet, l'abbé Prévost ne se présente pas comme un auteur. S'il publie en 1731 l'histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, il la présente comme appartenant aux mémoires d'un homme de qualité. Le narrateur de cette œuvre, Renoncourt, apparaît uniquement comme celui qui rapporte le témoignage entendu du Chevalier des Grieux. Ce dernier lui aurait raconté ses malheurs, causés par une folle passion pour sa bien-aimée Manon Lescaut. On comprend bien que cette stratégie narrative a pour but de faire adhérer le lecteur au récit. Renoncourt est donc auditeur, ce qui contribue à le rendre sympathique au véritable lecteur. Avant de raconter, effectivement, il a entendu cette histoire. Il nous dira « Je dois avertir ici le lecteur que j'écrivis son histoire presque aussitôt après l'avoir entendue, et qu'on peut s'assurer par conséquent que rien n'est plus exact et plus fidèle que cette narration. Je dis fidèle jusque dans la relation des réflexions et des sentiments que le jeune aventurier exprimait de la meilleure grâce du monde. Voici donc son récit, auquel je ne mêlerai jusqu'à la fin rien qui ne soit de lui. Comme on le voit, tout est mis en place pour rendre vraisemblable l'intrigue romanesque. On rappellera également le fait que le genre des mémoires fictives était très en vogue au XVIIIe siècle. Ce dispositif fictionnel permet à Prévost de travailler à rendre compte d'une certaine vérité des passions, ce qui a largement contribué au succès du roman.
Finalement, ce roman se présente comme un témoignage qui donne accès à une introspection. Le roman semble en effet donner accès au lecteur à une conscience, par un dispositif un peu particulier parce que, à travers un témoignage fictif, grâce à la technique de l'introspection, le lecteur croit lire des émotions sincères et véritables. Il peut ainsi s'identifier aux personnages, se reconnaître en eux, et ainsi les trouver, comme Flaubert, si vrais. Grâce au dispositif narratif du récit enchâssé, le premier narrateur laisse place à un second narrateur au sein d'un récit cadre. Donc le narrateur Renoncourt laisse place au récit témoignage de Des-Grieux. Le chevalier raconte donc les aventures qui lui sont directement arrivées, et le récit prend la forme d'un témoignage. Ainsi, le lecteur peut considérer cette histoire comme susceptible d'être vraie, et une relation d'empathie avec les personnages semble donc évidente. Tu peux t'appuyer sur cette citation: « Je veux vous apprendre non seulement mes malheurs et mes peines, mais encore mes désordres et mes plus honteuses faiblesses. Je suis sûre qu'en me condamnant, vous ne pourrez pas vous empêcher de me plaindre. » Prévost soigne donc le témoignage de Des-Grieux, en lui donnant un style émotif qui se veut garant de sa sincérité. On a pu parler aussi également de la naissance d'un roman réaliste. En effet, au-delà de ces différents dispositifs narratifs, le style d'écriture de l'auteur se veut réaliste, de sorte que l'intrigue puisse paraître vraie, notamment grâce au récit d'une passion naïve. L'histoire s'enracine dans un cadre spatio-temporel bien précis, le récit abonde en détails concrets, surtout en ce qui concerne l'aspect financier, par exemple, des mésaventures de Des-Grieux. Autre élément, le nom des personnages rencontrés par Des-Grieux sont souvent réduits à des initiales, comme pour garantir l'anonymat de véritables individus. On a GM, etc., etc. Ainsi, différentes stratégies narratives et littéraires, telles que le genre des mémoires ou encore du témoignage, permettent au lecteur d'adhérer à cette passion si vraie, malgré certains éléments pourtant jugés moralement condamnables. Donc dans cette deuxième partie, on va montrer que pour créer un effet de réel, garant du succès du roman, l'auteur travaille la construction de ses personnages de façon à ce que le lecteur ne puisse pas facilement condamner les passions des personnages. On a en effet des personnages que l'on peut qualifier de libertins, aux mœurs condamnables. En utilisant d'ailleurs le mot fripon, Flaubert fait bien sûr référence aux mœurs condamnables des personnages. Manon est une courtisane, une femme entretenue, qui se complaît d'ailleurs dans le libertinage. Je cite: « C'était malgré elle qu'on l'envoyait au couvent pour arrêter sans doute son penchant au plaisir, qui s'était déjà déclaré et qui a causé dans la suite tous ses malheurs et les miens. Elle trompera son amant passionné tout en justifiant son acte. Elle confessait en effet son infidélité. Manon sera la raison de la perte de son amant, qui tombera dans les jeux d'argent, volera et tuera au nom de son amour pour elle. La tromperie, le crime, le vol sont donc des moyens utilisés par les deux personnages pour servir leur passion. Elle dira: « Ne vois-tu pas, ma pauvre chère âme, que, dans l'état où nous sommes réduits, c'est une sotte vertu que la fidélité? Crois-tu qu'on puisse être bien tendre lorsque l'on manque de pain ?» Voici une citation qui peut te servir pour illustrer cette sous-partie. C'est pourquoi, dans l'avis au lecteur, on souligne l'ambiguïté de ces personnages vraisemblables, aux actions condamnables. Ils ont un caractère ambigu, on parle de mélange de vertu et de vice, on parle de contraste perpétuel de bons sentiments et d'actions mauvaises. Mais ces personnages sont si vrais et sèment d'un amour sincère. Donc, malgré la friponnerie des personnages, c'est probablement parce que ce roman accorde une place majeure à l'amour qu'il a suscité autant d'enthousiasme. C'est bien cette espèce de souffle sentimental, auréolé d'une sorte de naïveté de la passion, qui contribue au succès du roman. Le personnage dira: « Elle me parut si charmante que moi, qui n'avais jamais pensé à la différence des sexes, ni regardé une fille avec un peu d'attention, moi, dis-je, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, je me trouvais enflammée tout d'un coup jusqu'au transport. » Cette citation montre que la sincérité des personnages, l'un pour l'autre, prend plus de place dans l'esprit des lecteurs que la valeur morale de leur conduite. En fait, de par la façon dont cette passion nous est peinte, on éprouve paradoxalement de la sympathie pour Des-Grieux, qui est capable de voler, de tuer, de mentir, même de la sympathie pour Manon, qui vend son corps. Et ce paradoxe s'explique par la beauté de leur passion. Le pathétique avec lequel les sentiments des personnages sont dépeints ne peut que toucher le lecteur. Tu peux utiliser cette citation: « Demande donc ma vie, infidèle, repris-je, en versant moi-même des pleurs que je m'efforçais en vain de retenir. Demande ma vie, qui est l'unique chose qui me reste à te sacrifier, car mon cœur n'a jamais cessé d'être à toi. » Voilà une citation pleine de lyrisme, de pathétique, adressée à Manon. On a ainsi aussi pu considérer cette œuvre comme une sorte de chef-d'œuvre d'illusion romanesque, selon Roland Virol. Montesquieu affirmait également à propos du roman: « Je ne suis pas étonné que ce roman, dont le héros est un fripon et l'héroïne une catin qui est menée à la salpêtrière, plaise, parce que toute action du héros, le chevalier Des-Grieux, ont pour motif l'amour, qui est un motif
toujours noble, quoique la conduite soit basse. Donc on le comprend, Montesquieu nous dit que le lecteur est enclin à pardonner aux personnages en raison du fait que les personnages sont sincères et ont une passion qui est plus forte qu'eux, en raison aussi du fait qu'ils évoluent et qu'ils grandissent au cours du récit. Manon est censée devenir de plus en plus vertueuse, et d'après le Chevalier des Grieux tout au moins. Ainsi on est tout de même en droit de se demander si le lecteur, bien que séduit et ressentant de la sympathie pour le personnage, est-ce qu'il croit pour autant à la véracité du récit. En effet, certains aspects du roman peuvent passer pour invraisemblables, mais ils sont excusés par la naïveté des personnages. Ainsi Flaubert loue justement cette naïveté de la passion des personnages. Et il considère que c'est un élément qui participe du vraisemblable et du plaisir de la lecture. Le Chevalier des Grieux, par exemple, est prêt à tout abandonner, sa richesse, sa réputation, sa famille. Il dira « Les faveurs de la fortune ne me touchent point. La gloire me paraît une fumée. Tous mes projets de vie ecclésiastique étaient de folles imaginations. Enfin, tous les biens différents de ceux que j'espère avec toi sont des biens méprisables. Puisqu'il ne saurait tenir un moment dans mon cœur contre un seul de tes regards. » Les nombreux rebondissements des aventures de Manon et du Chevalier peuvent sembler incroyables, tout comme ce revirement du Chevalier des Grieux que l'on vient de citer. Et pourtant, ils sont souvent attribués à la crédulité des personnages, à leur naïveté, notamment celle du Chevalier des Grieux, prêt à tout perdre pour Manon. Prévost utilise la naïveté de la passion pour dépeindre cet exemple terrible de la force des passions. Il y a donc une ambition moralisatrice derrière. Le personnage de Des Grieux, une fois séparé de Manon par sa famille, croit l'avoir oublié et débute, je te le rappelle, des études de théologie. Il se croit naïvement délivré des faiblesses de l'amour. Mais Manon le retrouve ensuite par un stratagème au parloir. Et il dira « Dieu, quelle apparition surprenante ! J'y trouvais Manon. C'était elle, mais plus aimable et plus brillante que je ne l'avais jamais vue. Elle était dans sa 18e année. Ses charmes surpassaient tout ce que l'on peut décrire. C'était un air si fin, si doux, si engageant, l'air de l'amour même. Toute sa figure me parut un enchantement. La passion du chevalier lui fera croire naïvement au repentir de Manon. Elle me répondit des choses si touchantes sur son repentir et elle s'engagea à la fidélité par tant de protestations et de serments qu'elle m'attendrit à un degré inexprimable. Ainsi, lors de l'entrevue entre Manon et Des Grieux au parloir, le récit présente au lecteur une sorte de renversement brutal de situation, presque incroyable. Le chevalier lui-même semble avoir conscience de ce basculement. Il dira « Quel passage, en effet, de la situation tranquille où j'avais été au mouvement tumultueux que je sentais renaître. » Des Grieux illustre là bien, par son témoignage, la faiblesse de l'homme face à ses passions, même si le lecteur a peut-être quelques difficultés, parfois, à le croire. Dans la troisième partie, on verra le plaisir du paradoxe et des ambiguïtés. Donc on a vu combien est-ce que l'auteur mettait en œuvre différents dispositifs pour donner une impression de vraisemblance au roman. Il travaille à donner l'illusion de la vérité. Mais le lecteur, tout au moins celui d'aujourd'hui, sait que le témoignage de Des Grieux est un leurre. Il sait que les récits enchâssés créent une impression de trompe-l'œil. On va se demander si justement c'est pas en cela que réside le plaisir du lecteur. En effet, si on prend par exemple d'abord l'exemple de Manon, c'est un personnage qui est quand même contrasté et ambigu. On peut se demander si elle est vraiment devenue vertueuse à la fin du roman. On est en droit de se le demander car le lecteur ne dispose que du témoignage du chevalier. Et puis c'est aussi un personnage qui est fascinant et protéiforme. C'est quand même une figure féminine envoûtante. Elle est soi-disant également vertueuse mais aussi libertine. C'est une femme aimante mais quand même une femme entretenue. Et si elle paraît réelle, elle n'en reste pas moins idéalisée par son amant. Dès le début du roman mémoire d'ailleurs, le caractère double de Manon est déjà ce qui retient l'attention du narrateur Renoncourt. Parmi les 12 filles qui étaient enchaînées 6 à 6 par le milieu du corps, il y en avait une dont l'air et la figure étaient si peu conformes à sa condition qu'en tout autre état, je l'eusse prise pour une personne du premier rang. Donc déjà le paradoxe de Manon apparaît dès le début. Les commentaires du narrateur révèlent également le fait que Manon donne parfois l'illusion d'un certain naturel artificiel, ce qui révèle en fait une grande expérience de l'amour en raison de sa véritable condition. Elle insuffle un souffle sentimental, mais qui finalement est une passion destructrice en raison de la naïveté des sentiments de Des Grieux. Manon, c'est donc un personnage qui apparaît comme insaisissable pour le lecteur, d'où la fascination qu'elle exerce. Alors, la mort de Manon, passage si célèbre, laisse cependant transparaître une grande fragilité et des sentiments qui apparaissent alors véritables. Je m'aperçus dès le point du jour, en touchant ses mains, qu'elle les avait froides et tremblantes. Je les approchai de mon sein pour les échauffer. Elle sentit ce mouvement et, faisant un effort pour saisir les miennes, elle me dit, d'une voix faible, qu'elle se croyait à sa dernière heure. Ça reste tout de même des personnages en marge. Manon Lescaut et Des Grieux apparaissent complètement isolés du reste de la société. Leur passion les écarte du reste du monde, ainsi que la débauche dans laquelle ils glissent progressivement. Les personnages secondaires d'ailleurs ne semblent présents que pour créer un effet de contraste. On se rappellera de Tiberge, l'ami fidèle, l'homme de religion. Il incarne la sagesse, le dévouement, il donne des conseils
Il soutient aussi financièrement les personnages. Il est serviable, il tente de ramener son ami à la raison, mais finalement lui ou le père de Desgrieux ne sont que des personnages secondaires, garants de la morale, qui mettent en lumière en fait la dimension marginale de Manon et du chevalier. Donc ces deux derniers apparaissent bien comme des personnages à la marge des figures romanesques classiques. Manon et Desgrieux sont complètement différents des modèles romanesques traditionnels du XVIIIe siècle. Il plaignit l'égarement où j'étais tombé, il me félicita de ma guérison qu'il croyait avancée, enfin il m'exhorta à profiter de cette erreur de jeunesse pour ouvrir les yeux sur la vanité des plaisirs. Donc on a des personnages en marge qui ouvrent la voie à une littérature qui valorisera des personnages romanesques complexes. En fait, ce sont des personnages qui annoncent un déplacement de l'héroïsme. Ce n'est plus le chevalier Desgrieux, le véritable héros, mais la passion elle-même. Enfin, si c'est un personnage qui cherche à lutter contre ses passions, le chevalier Desgrieux, sa passion semble naturelle, puisqu'elle est tellement naïve. Il semble ne pas pouvoir y résister, et c'est ce qui plaît au lecteur, selon Flaubert. On a de nombreuses confessions pathétiques qui attendrissent le lecteur. J'ai à peindre un jeune aveugle qui refuse d'être heureux pour se précipiter volontairement dans les dernières infortunes, qui, avec toutes les qualités dont se forme le plus brillant mérite, préfère par choix une vie obscure et vagabonde à tous les avantages de la fortune et de la nature, qui prévoit ses malheurs sans vouloir les éviter, qui les sent et qui en est accablé, sans profiter des remèdes qu'on lui offre sans cesse et qui peuvent à tout moment les finir. Ainsi, l'ensemble des sacrifices réalisés au nom de sa passion confère à ce personnage une dimension contrastée, mais peut-être que trop de sacrifices ont été endurés pour qu'il soit finalement crédible, ce chevalier Desgrieux. Cependant, le lecteur sait bien que finalement son exemple terrible vise à le prévenir des dangers de la passion. En conclusion, on pourra rappeler par exemple la réaction de Sade. Quelles larmes que celles qu'on verse à la lecture de ce délicieux ouvrage, comme la nature y est peinte. En effet, en présentant son roman comme un roman mémoire fait a posteriori, l'abbé Prévost peut jouer sur différents ressorts narratifs et littéraires afin de réussir un véritable tour de force, celui de rendre les aventures folles et passionnées de deux héros libertins si vraies. Les différents récits qui s'entremêlent permettent aux différents narrateurs de donner à voir la passion des personnages, d'entendre Desgrieux réfléchir, formuler des regrets ou des explications, et ainsi susciter l'empathie et la curiosité du lecteur. C'est probablement aussi la fascination pour ce qui est défendu qui contribue au plaisir de la lecture. Ainsi, si Prévost a su maintenir l'attention du lecteur, grâce notamment à une finesse d'analyse psychologique, c'est aussi en raison de la réflexion morale dont le roman est porteur que le lecteur peut considérer la valeur du roman. En effet, la fin ouverte laisse au lecteur le choix de blâmer soit les personnages ou la société. Finalement, la marginalité de Manon et du chevalier n'était-elle pas contrainte par la société, peu apte à accepter leur complexité, leur singularité? Ainsi, le roman permet au lecteur d'admirer des personnages peut-être trop humains pour être complètement blâmables. Ce sont donc probablement les nombreux paradoxes qui composent les personnages qui contribuent au succès romanesque de Manon Lescaut. Le marquis de Sade considérera d'ailleurs que Manon Lescaut, de par l'humanité qu'elle nous donne à lire, est une œuvre qui préfigure la Julie ou la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau. Il dira ce fut là où Rousseau vit que malgré des imprudences et des étourderies, une héroïne pouvait prétendre encore à nous attendrir, et peut-être n'eussions-nous jamais eu Julie sans Manon Lescaut. Comme autre proposition d'ouverture, éventuellement, je te propose aussi d'aller voir le poème Namouna de Musset qui illustre cette fascination pour une figure plurielle. Manon, sphinx étonnant, véritable sirène, cœur 3 fois féminin, Cléopâtre en panier, comme je crois en toi, comme je t'aime et je te hais. Quelle perversité, quelle ardeur inouïe pour l'or et pour le plaisir, comme toute la vie est dans tes moindres mots. Ah, folle que tu es, comme je t'aimerais demain si tu vivais.